Pourquoi lutte-t-on en France, depuis une vingtaine d'années, davantage contre la corruption qu'on le faisait au début de la Ve République ? Les recherches en sociologie et en histoire sur ces questions montrent que ces évolutions ne tiennent pas nécessairement à l'apparition de nouvelles transgressions, mais plutôt aux évolutions de la manière dont la société en général et des groupes professionnels particuliers, comme les journalistes et les magistrats, perçoivent et traitent certains comportements existants. Pour lutter contre la corruption, il faut considérer qu'elle existe. Or, cette idée s'est parfois imposée difficilement. Ainsi, avant 1992, il est possible de parler de corruption pour des cas strictement individuels de fonctionnaires, ou de façon plus large pour des pays étrangers. Mais depuis l'après-guerre, l'idée d'un problème général ou systémique de corruption en France, et plus encore impliquant les élites administratives, économiques ou les élus, était combattue, rejetée. On la trouve excessive, stigmatisante, voire renvoyant au passé et au mouvement anti-républicain de la fin de la Troisième République. Les poursuites judiciaires contre ces acteurs sont d'ailleurs quasi inexistantes. Deux grandes tendances changent toutefois les perceptions et donnent naissance à la lutte anticorruption contemporaine en France. D'abord, l'accumulation inédite et intense de scandales à partir de 1986, portant sur les liens entre argent et politique, le financement des activités politiques via les marchés publics ou encore la corruption policière. On les dénonce alors publiquement comme une trahison de l'idéal de désintéressement des acteurs publics. Le journalisme d'enquête, qui s'est développé depuis les années 70, donne alors de la matière à ces dizaines d'affaires. Elles sont de moins en moins interprétées comme des critiques anti-républicaines, des attaques politiques partisanes ou des cas individuels, mais davantage comme des signes d'un problème global. En parallèle, l'autonomisation de la justice pénale joue également un rôle central. C'est un moment clé de l'histoire de la magistrature, puisque c'est autour de ce type d'affaires que des magistrats commencent à ouvrir et mener des enquêtes contre des acteurs économiques et politiques haut placés, y compris contre l'avis du ministre de la Justice, ce qui était jusque-là considéré comme impossible, voire impensable. C'est aussi à cette époque que monte en puissance la justice pénale spécialisée en matière financière. En 1992, le gouvernement Bérégovoy reformule ce nouveau problème de corruption de façon à atteindre un compromis. Pour éviter de se prononcer sur l'ampleur, contestée, d'un comportement déviant des acteurs politiques et économiques qu'il faudrait alors réprimer, on met plutôt en avant un problème de défiance, avec le raisonnement suivant. À tort ou à raison, les citoyens sont convaincus qu'il y a un problème de corruption. Ils n'ont plus confiance, et c'est ça le problème. Pour rétablir la confiance, il faut donc mettre en place des mesures, notamment de prévention. Il faut également leur permettre, à travers la transparence, de constater que la majorité de leurs élus ou acteurs publics sont honnêtes. De cette façon, pour le dire sans doute trop schématiquement, des mesures peuvent être prises, mais l'honneur reste sauf. Ces éléments structurent la lutte anticorruption française, jusqu'à aujourd'hui. L'autonomisation et la spécialisation du judiciaire spécialisé financier qui réprime les atteintes à la probité s'est poursuivie. Se développent des poursuites contre tout type d'acteurs, y compris des anciens présidents de la République. Les instructions individuelles du garde des Sceaux sont progressivement disqualifiées et interdites définitivement en 2013. On retrouve également le rôle des scandales et du journalisme d'investigation, désormais rejoints par de nouvelles associations anticorruption dans le déplacement des frontières de tolérance. On assiste ainsi régulièrement à la critique publique de pratiques existantes, souvent anciennes, qui sont ensuite réprimées ou interdites. On peut penser au cas récent des assistants parlementaires familiaux ou du pantouflage. Ce mouvement cyclique, sur le temps long, devrait vraisemblablement se poursuivre à l'avenir. Par ailleurs, l'usage délicat et contesté du terme corruption, en particulier quand il a trait aux élus, disparaît presque entièrement en France à partir de 1995. D'autres notions comme la transparence, la confiance et la moralisation sont utilisées à la place. Cependant, on assiste depuis la fin des années 1990 à une dimension nouvelle de la lutte anticorruption, manifestée par la loi Sapin II, l'influence du niveau européen et international. En effet, alors qu'au début des années 1990, l'émergence du problème de corruption était peu connectée aux événements extérieurs, la lutte contre la corruption fait désormais l'objet d'un nouvel unanimisme international. La coopération judiciaire, l'adoption de conventions anticorruption, mais aussi l'extraterritorialité de certaines législations étrangères, notamment américaines, contribuent à légitimer en France ce problème, dans une formulation qui s'est imposée dans de nombreux pays, la lutte contre la corruption.